Salut les amis, bienvenue dans Mint & Drink, le podcast décontracté qui parle de NFT tous les dimanches matins. Alors pour la pause estivale, on vous a préparé une série de 3 épisodes à découvrir chaque dimanche. Dans ce premier épisode, avec Devac, on revient sur nos 10 projets préférés de 2022. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre discussion. C'est parti! Allez, c'est parti, bonjour tout le monde, bonjour Devac, on se retrouve pour un épisode spécial pendant les vacances. On ne parle pas dans cet épisode de l'actualité chaude, mais on va plutôt vous faire un récap. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre top 10 projets de 2022. À la fin, on va aussi vous parler rapidement du flop. Comment tu vas Devac ? Ça va et toi ? Ça va tout le monde ? Ouais, ça va très bien de mon côté. T'es à quoi ? Il faut qu'on fasse un disclaimer quand même. Parce que on va faire un énorme disclaimer, effectivement. Ouais. Vas-y, je t'en prie. NFA c'est NFA, ça. Dior. Donc dans le milieu, on dit NFA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Non-Financial Advice. Ça veut dire que tout ce qu'on va vous dire pendant ce podcast ne sont pas du tout des conseils en investissement. Avec Devac, on est des passionnés et on vous explique juste ce qu'on a kiffé cette année, des projets qui nous ont étonnés, qui nous ont surpris, qui nous ont donné envie d'explorer ce qui se passe sur le domaine des NFT. Ce ne sont en rien des conseils ou des incitations à l'achat. Traitez nos informations comme de l'information on décrypte ce qu'on a kiffé, mais voilà. D'ailleurs, la plupart des projets dont on va vous parler, on les a même pas achetés nous-mêmes, en fait, c'est juste qu'on trouve ça cool et c'est pas du tout l'idée de les acheter ou de pas les acheter. Je sais pas si j'ai bien résumé le truc. Je peux pas dire autre chose. Voilà. On traite Devac et moi le marché des NFT comme un marché un peu comme quand on achète de la SAP ou quand on achète des bagnoles. Faut pas du tout voir les NFT comme un moyen de se faire de l'argent, mais plutôt comme un moyen de s'intéresser à un loisir, un hobby et rien d'autre. Et si on peut faire de l'argent au passage, tant mieux, mais la plupart du temps en fait, et c'est le cas pour nous deux, vous allez perdre de l'argent en achetant des NFT. Donc voilà, soyez bien partis. Surtout en ce moment. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on boit ? Du café, samedi matin. Cool. Et toi ? Moi, c'est très éloigné du café, mais il y a quand même un peu de caféine dedans. C'est un bon vieux coca que j'ai encore piqué à ma femme et qui est dans une bouteille en verre. C'est un rouge, c'est le classique ? C'est le rouge classique avec du bon vieux sucre dedans. Toujours mon verre en plastoc, toujours une petite tranche de citron dedans. Et avec plein de glaçons, parce que j'aime bien les glaçons. Et juste pour info, j'ai déjà fait une déguste à l'aveugle avec ma femme Désolé pour le fils qui parle derrière. J'ai déjà fait une déguste à l'aveugle de coca dans une bouteille VS du coca en canette. Le même coca rouge. Ouais. Et tu vois direct la différence. Surtout au niveau des bulles, en fait, qui sont beaucoup plus denses et petites avec une bouteille en verre. Faites l'expérience chez vous, mais à l'aveugle, vous allez reconnaître normalement le coca en verre. Mais c'est un peu plus dur quand même de trouver du coca en verre, non ? Moi, je te dis que tu le remarques direct. Moi qui l'ai fait à l'aveugle, tout de suite j'ai dit... De le trouver en grande surface. C'est un peu plus dur à trouver, mais tu le trouves. Oui, effectivement. Ouais. Sans transition, on parle NFT, et donc dans cet épisode, on va vous parler de notre top 10 de 2022. C'est un top 5 de quoi. C'est un top 5 chacun. Donc Devac a 5 projets qu'il a préférés. Moi, j'ai noté mes 5 projets préférés de l'année. Comme tu veux, mon cher Devac, on peut commencer par toi, on peut commencer par moi, sachant qu'on commence de notre moins préféré sur les 5 à notre préféré à notre premier. Donc restez jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le projet qu'on a préféré chacun sur l'année 2022. Alors, je partage mon écran et le premier projet pour moi, enfin en tout cas le 5e on va dire, ton 5e sur ton top 5, premier en partant de la fin, c'est Psychedelic Anonymous. Ah ouais, tu connais ce projet ou pas ? Pas tellement, j'ai vu ça passer, mais je suis curieux d'en savoir plus du coup. Alors moi je suis rentré dans la NFT en fin 2021, donc c'était pendant le bull et notamment tous les projets, quand Farok a commencé à faire ses spaces, quand Adidas a commencé à lancer. Moi, je suis rentré par Adidas, en fait. Ça m'étonne pas. Et à ce moment-là... la mode. Et à ce moment-là, je suis tombé sur... en fait, c'est le fondateur, Voltura, qui apparaissait dans pas mal de spaces et qui intervenait, en fait. Mais... intervenait en tant que speaker sur des projets, etc. Et en fait, je sais pas, je le voyais assez souvent dans pas mal de space et je me disais, putain, ce mec, il est smart, tu vois. Tout ce qu'il disait, c'était hyper smart, hyper calé. Et je vois juste après, quelques semaines après, qu'il lance son projet. Et en fait, en lançant son projet, toutes les semaines, il était présent
sur des spaces, il était vraiment très transparent. Ce qu'on voit en ce moment avec un Franck de The Gods, bah, en fait, lui, il le faisait déjà avant. Et donc, du coup, j'ai commencé à checker un peu le personnage. Et en fait, il est très transparent sur sa vie, tu vois, même s'il est pas doxé, mais il parle beaucoup de sa vie. C'est un Australien, en fait. C'est un entrepreneur australien. Donc, déjà, tu vois, il y a très peu de projets, quand même, qui sont de l'autre côté. Ouais. Et donc, du globe, tu veux dire ? Du globe, ouais, de l'autre côté du globe. Et donc voilà, c'est un entrepreneur, en fait, il est dans le monde du marketing, advertising, donc tu vois, ça me parle un peu. Et en fait, ce qu'il a fait, ce mec-là, pendant 6 mois, il a fait des recherches, il a digué, il est passé sur une phase vraiment de learning. 6 mois dans le monde du NFT, c'est quasiment, franchement, ça fait la moitié du boule de l'année dernière, hein. On parle de 6 mois, donc le mec il a commencé avec les Bored Ape, etc. Et il a digué avant de lancer ce projet là, il l'avait déjà en tête, mais il voulait juste comprendre comment ça fonctionne, etc. Et donc du coup c'est un entrepreneur, c'est un leader en fait dans le milieu de marketing, advertising. Il avait une agence, etc. Donc il avait pas mal de connexions, notamment en fait des personnes qui étaient plus côté US et qui avait des boîtes qui étaient listées au Nasdaq, etc. Donc il s'est vraiment entouré d'une équipe. Et vu qu'il avait commencé à créer un peu son personal branding, parce qu'il apparaissait dans pas mal de space, il parlait, il faisait des interventions franchement très percutantes. Et donc il a commencé à s'entourer de pas mal de personnes. Donc du coup, Psychedelic, c'est pas facile à dire. Psychedelic Anonymous, ce projet-là, donc il a été monté par donc lui. C'est vraiment le frontman un peu. Tu vois, on voit que lui. Toute son équipe, on la voit pas spécialement dans les spaces. C'est lui qui apparaît. Et ça fait partie du process. Derrière, il a des gens et tout est disclosed. Toutes les personnes qui travaillent avec lui sont disclosed. Donc il y a des personnes, il y a un ingénieur de méta, il y a des personnes, comme je le disais, qui sont entrepreneurs déjà dans le monde de la blockchain, qui ont des boîtes justement de mining, etc. Donc voilà, très routé au niveau de la tech, très routé au niveau de l'advertising. Et ce qui m'avait entre guillemets, c'est pas choqué, mais interpellé, c'est qu'en fait, dans son équipe, il y a une personne qui gère les événements. Avant même de monter la collection, la première collection, il y a un event manager en fait qui est listé, elle est disclose, c'est une vraie personne qui a un track record dans le monde de l'événementiel en fait. Et donc du coup je me suis dit ok d'accord, le mec il a déjà monté une team et qu'il a déjà prévu une roadmap peut-être sur 1 an, 2 ans, 5 ans. Et l'événement, en tout cas les événements, ça fait partie de son projet. Et donc du coup ça m'avait interpellé, donc ça c'était assez cool, tu vois. Et comme je te disais, très très actif sur Twitter, comme ce qu'on pourrait voir aujourd'hui sur un Franck The Gods, ou tu vois, vraiment le mec il faisait des updates, justement parler de ça. tout le temps, des Q&A, il se mettait en danger tout le temps. En plus c'est lui, il est en Australie, donc il essayait de gérer les time zones. Avec les time zones, ça devait être un bordel. C'était horrible. Moi, du coup, pour lui c'était le soir et pour moi c'était le matin, donc j'arrivais à capter le truc. Mais il s'adaptait aussi aux US. Enfin, le timing tombait plutôt bien pour moi. Et donc du coup je passais beaucoup de temps aussi à essayer de comprendre. Donc moi je voulais carrément, tu vois, une whitelist. J'ai galéré, tu vois, parce que j'en ai même pas eu d'ailleurs, parce que c'était que des rafles, tu vois. Et le projet il a commencé à vraiment prendre il y a eu la hype, hein, comme pas mal de projets à ce moment-là pendant le bull market. Et vu qu'il y en a, enfin, il faisait vraiment partie il y en avait pas beaucoup des gros projets qui étaient très très hypés au sens où tu avais plus de 100K followers alors avant même qu'il y ait un drop, tu vois. Donc les mecs ils étaient vraiment hypé par le leader qui est ici en fait Voltura. Et voilà, donc le projet en tant que tel, c'est un projet en fait à utilité de base. C'est ce qu'il disait dès le début sur le site. Il y a marqué comme quoi, je vais aller sur le site après. Il y a bon là le site a quand même pas mal changé, mais de base dans sa roadmap c'est utilité, et c'est ce qu'il a appris justement sur les différentes sur ces différents mois de recherche qu'il a pu faire. Et donc du coup il avait déjà pensé à un truc, à tout ça derrière. Il y a un truc assez intéressant, c'est que il a réussi à faire le lien entre sa vie personnelle et ce projet-là. En fait, il supporte une association qui aide les personnes qui ont des troubles mentaux, en fait, en Australie. Donc, c'est une association qui s'appelle CPAT. Et lui-même, il est passé par voilà, cette période. Il y a une période de sa vie où il est passé par ça. Et donc, du coup, il s'est dit, en fait, grâce à ce projet-là, je vais aussi aider justement les personnes qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de coaching, qui ont besoin d'être aidées, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois le Psychedelic Anonymous, le nom, il est vraiment tourné autour de ça. C'est pas que ça.
mais il y a une partie qui est tournée autour justement des troubles mentaux, troubles psychologiques. Et donc du coup dès le début il a fait des dons à cette association, il a vraiment soutenu cette association. Donc le launch en fait, ce qu'il a fait, ce qui était intéressant, c'est que en fait il a fait 4 collections d'un coup et les utilités étaient distribuées sur les collections. Donc les prix étaient différents selon ce que toi tu voulais comme utilité. Donc tu avais un pass IRL, tu avais un pass Metaverse, tu avais le Genesis qui est celle-ci là, donc la PFP qui englobe tout, c'est vraiment la collection on va dire, qui te donne toutes les utilités. Mais si tu avais envie juste d'avoir le pass IRL pour pouvoir aller à des IRL, à des events IRL, bah, tu achètes juste le pass et ça te permet d'avoir juste cette utilité-là. Donc vraiment, c'était distribué. Et donc du coup, ça permet aussi de dire j'achète une collection que pour cette utilité-là en tant que telle. Et donc du coup, tu payes pour ça. Donc forcément, les prix étaient aussi différents, tu vois. Donc cette collection-là, elle est montée très vite en termes. Alors les designs, c'est particulier. Moi, j'aime bien, mais c'est très particulier. Hein. C'est psyché. Ouais. Effectivement, j'avais vraiment vu passer ça, effectivement. Ouais. Donc tu vois, c'est des têtes. Enfin, moi, j'aime bien le design, un peu 3D, vraiment PFP. Tu vois pas spécialement la tête. Il y a des déguisements qui sont très creepy, mais je sais pas, je kiffe. Moi, j'aime bien le design. Ok. Et t'as le modèle 3D qui va avec ou pas? Parce que je vois que les modèles sont, les PFP sont en 3D, donc tu peux imaginer qu'un jour on aura ça en. Ouais, je sais pas si au niveau de parce qu'en fait depuis le bear market j'ai arrêté de suivre le projet. Okay. J'ai plus du tout suivi tout ce qu'il faisait parce que après tu t'intéresses à pas mal de choses, mais tu vois, j'avais même tous ces tweets en notif parce que tout ce qu'il postait c'était hyper intéressant. C'était un mec hyper sain, tu vois, dans le Web3 et qui était hyper smart et qui disait vraiment que des choses intéressantes. Donc je voulais vraiment suivre un peu tout ce qu'il faisait autour de Psychedelic Anonymous. Et voilà. Donc en fait aujourd'hui sur le site, il y a pas mal il a quand même mis pas mal de choses et tout est token gated. Donc je peux pas vous dire où on en est un update sur le projet parce que j'ai pas suivi depuis au moins 7 mois, mais tous les projets, donc il y a un truc de coaching qui est intéressant parce qu'il en a parlé dès le début, c'est que en ayant justement la PFP, tu peux avoir des sessions de coaching sur pas mal de choses différentes, donc live coaching, psychedelic medicine, tu vois, marketing, etc., etc. Il en avait parlé dès le début en fait, vu qu'il a une team de gens qui couvrent plusieurs domaines, il s'est dit en fait voilà, tu peux booker une session de coaching avec des pros qui t'aident même sur monter une startup, etc. Il avait commencé à parler de mentoring, etc. Et donc aujourd'hui c'est développé, c'est token gated. Il y a pas mal de choses token gated, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière, mais tous les trucs que tu vois ici, The Forest, Burn the Ego, Impact Suite, etc. c'est token gated en fait, tu vois. Tu dois connecter le wallet et pouvoir aller un peu plus loin. Donc très lié au monde médical, très lié au monde de la tech, business, etc. J'avais pas du tout ça en tête. En fait, j'avais juste vu passer, tu vois, les PFP, mais je savais pas qu'il y avait un écosystème aussi riche d'informations et de partage derrière, quoi. Ok. Il y a eu la hype au début pendant le market. Après, il a juste construit derrière. Il a pas spécialement eu, tu vois, quand tu regardes les volumes. Les volumes, ils ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Non, il y a pas autant de ventes que ça. 26 000 Ethereum de volume aujourd'hui, ce serait genre 10 fois parmi les plus gros projets qui sortent en ce moment, quoi. Quand tu regardes, il y a quand même, il y a quoi ? Une dizaine un peu moins de 10 NFT vendus par jour. Donc là, sur le dernier jour, t'en as, sur la dernière journée, 2, 3, 4, 5, 7, 8, on en a 8. Bon, il y a encore un peu d'échanges. Là, le volume aujourd'hui, 0,5 Ether, il est monté assez haut pendant le bull. Non, j'ai pas le. Attends, all time. Je crois que c'est arrivé. Oh non, il n'y a pas le all time ici en fait. Ok, d'accord. Non, j'ai que le volume sur 30 jours, mais il est passé au-dessus de 1 Ether, 2 Ethers même pendant le bull market. Okay. Et puis après, ça se consolide forcément. Normal. Donc voilà. Ok, très cool. Sur ce projet, j'ai découvert un truc. Très bien. Mon 5e projet préféré de 2022, je te l'envoie immédiatement un lien par chat parce que c'est pas vraiment, enfin si c'est un projet, mais c'est un moment dans un projet précis. Si tu peux ouvrir le lien que je t'ai envoyé dans le chat de notre conf, stop. Ok. Parce que c'est pas facile à trouver comme truc. Super. Donc c'est Azuki. Les beans de Azuki, parce que Azuki c'est un projet qui est sorti, si je me trompe pas, fin 2021 et donc ça compte pas dans notre top de 2022, mais quand même dans le top je ne pouvais pas ne pas mettre ce moment précis où en fait t'avais une soirée Azuki qui se passait je crois en fin mars
et où Zagabond apparaissait. À l'époque, il était encore anonyme, donc il apparaissait sur un écran en fait où il y avait la silhouette de Zagabond qui parlait. Ah ouais. C'est une vidéo où il y a la silhouette de Zagabond qui parle aux fans de Hazuki qui étaient réunis à cette soirée, et donc il explique ce qu'il veut faire un peu la roadmap, etc., et qu'ils veulent définir le futur du Web 3, blablabla, tout ce que tous les projets disent à chaque fois. Simplement, avant de partir, il dit attendez une seconde, en revanche, il y a un dernier truc, checkez votre wallet. Et après, la vidéo se termine, et là, les gens, ils checkent leur wallet, et en fait, tout le monde venait de se faire dropper le Beans. Et donc, c'était un moment, je trouve, très fort dans l'écosystème NFT cette année, où en fait, tu te rends compte du genre d'activation et d'event à la fois en mergeant le côté les gens sont vraiment présents dans une salle, et le côté digital ils ont fait le drop pendant la vidéo en fait sans que personne le sache, et donc je trouvais ça que c'était un moment très fort. Et derrière, le reveal des Beans s'est plutôt bien passé avec une boîte qui s'ouvrait. À l'intérieur de la boîte, ils ont fait une petite blague où il y avait juste un tas de terre en fait à l'intérieur de la boîte, et où il y avait rien dedans, et après tu vois une petite graine qui pousse, et c'était justement le personnage, le Beans à l'intérieur. Je vais pas détailler derrière comment c'est passé, ainsi de suite. Le Beans en tant que tel n'était pas non plus un projet qui a cartonné parce que les designs sont pas non plus fous, mais ce moment-là en fait de reveal était vraiment dingue, unique en fait dans notre écosystème, et ça a vraiment marqué pour moi l'histoire de cette année. Stylé. Ouais. Ok, nice. Ouais. À toi sur ton quatrième projet préféré de 2022. Quatrième, je dirais Invisible Friends. Ah ok, forcément. On en a longuement parlé il y a 2 semaines. On va pas faire un récap de tout Invisible Friends, mais mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu choisis ce truc-là, quoi. L'artiste, top 5. Franchement, l'artiste, okay. Et c'est surtout en fait l'artiste, la vibe qu'il y a derrière. Tu sais, c'est ce côté un peu, comme je le dis à chaque fois, mais moi, tout ce qui touche au monde de la mode, etc., m'intéresse beaucoup. Ouais. Et le partnership avec Keith, ça a marqué un peu un moment dans cette collection-là. Et j'ai vu ils se sont repositionnés, en tout cas se positionner, parce que je ne veux pas dire repositionner, parce qu'il n'y a pas vraiment de marque au début, mais ils se sont positionnés sur un segment qui est, en fait, c'est ça parle à des... pas potentiellement à des gens comme moi, tu vois. Et au-delà de ça, comme je le disais dans le dernier épisode, elle touche toutes les communes, tu vois. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de gender, il n'y a pas de nationalité, il n'y a rien derrière. Ça, c'est assez fort. Ça parle à tout le monde. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant, et on en a parlé aussi des projets où forcément il y a certaines genders ou certaines races, entre guillemets, qui se vendent beaucoup moins, où le prix est plus faible, etc. En fait, là, voilà. Là, il n'y a pas de... C'est pas un sujet, oui. Voilà. Trop cool. Mon quatrième de mon côté, je t'ai envoyé un lien, il n'y a pas tellement de surprises parce que je parle souvent de cette collection et je ne pouvais pas ne pas en parler, et ça a vraiment marqué mon entrée dans la NFT pour info. C'est le monolithe de Artefact. Donc c'est vraiment cet objet étrange, mystérieux qui a vraiment dessiné mon entrée dans la NFT en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un logo Nike dessus, c'était le tout premier NFT avec le logo Nike dessus. Il existe encore, ça se trade encore, évidemment tout ça, ce ne sont pas du tout des conseils d'investissement ou quoi que ce soit. Simplement le côté gamification, le côté mystère, le côté grosse marque adossée derrière, le côté artefact qui est quand même une team qui a fait ses preuves dans le Web3 depuis le début. Tous ces éléments associés en font vraiment un projet que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé suivre. Le truc a mis 2 mois à se révéler avec des quêtes régulières quasiment toutes les semaines. Avec dans le Discord, ça parlait tout le temps de savoir spéculer sur qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte. Ouais. Et voilà, je trouvais le côté gamification des mécaniques NFT hyper intéressante, et je pense que c'est juste un prototype de tout ce qu'on peut imaginer derrière en termes de gamification de l'écosystème NFT, encore une fois, quoi. Donc t'aimes bien le monolithe sans les voyelles, c'est ça ? J'aime bien le monolithe sans les voyelles, le tout premier, effectivement. Après, ce qui a suivi était malheureusement un peu maladroit. Après, c'est facile de juger quand tu builds pas, quoi. Donc, pardon Artefact, je ne juge pas du tout ce que vous faites. Simplement, c'est vrai que pour moi, c'est le premier monolithe qui a vraiment marqué un truc tout à fait nouveau dans les NFT, quoi. Donc 0,7 d'Ether, il y en a combien là ? T'avais même le visuel qui changeait, plus les quêtes étaient remplies par la communauté, plus le visuel changeait et se craquelait. Donc là c'est la dernière version où c'était vraiment carrément complètement ouvert. Mais en fait petit à petit tu voyais des craquelures qui apparaissaient semaine après semaine en disant ça va s'ouvrir. Je trouvais ça marrant. Voilà, c'était mon quatrième. Cool. De toute façon c'était sûr que t'allais parler de l'écosystème. C'était sûr. Mais il nous reste le top 3 chacun. Et donc c'est à toi d'envoyer ton 3e projet préféré de 2022.
tu vas peut-être être surpris, mais Moonbird, en fait, le troisième. Ok, Parce que j'en parle pas souvent. j'étais à 2 doigts de le mettre dans mon top 5, effectivement. Je pense qu'il est 6ème chez moi, mais ok, vas-y. Moonbird, pourquoi en fait? Alors déjà, moi, c'est l'écosystème proof, leader sur le marché, connexion partout. Kevin Rose, il est juste hyper smart, tu vois. Il arrive à vraiment spotter, il a monté des... En fait, vu que c'est routé dans la tech, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Franchement, il y a deux trucs qui m'intéressent beaucoup, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la mode et la tech. Et donc, du coup, là, je couvre plus ou moins les deux. Et Moonbird, je trouve, c'est vraiment, ça représente vraiment un écosystème de tech avec une communauté genre vraiment innovante, la communauté, tu vois, decision maker, etc. J'adore. Et surtout, en fait, c'est l'un des projets où le founder est venu à Paris, tu vois, pour rencontrer les gens. Et ça, et même pas spécialement à un événement particulier, genre il est juste venu parce qu'il doit faire il a fait un petit tour d'Europe pour dire bonjour à sa communauté. Et ça, tu vois, rien que pour ça, enfin voilà, ça veut dire qu'on pense à nous entre guillemets, même si on n'est pas le marché prioritaire pour pas mal de projets. Bah en fait, il y a une commu, le mec il vient rencontrer les gens de la commu, et enfin rien que pour ça, tu vois, je me dis, enfin, j'ai pas de Moonbird, mais enfin être dans la communauté, juste holder le truc sans regarder le prix, moi ça me va ça me va vraiment, et on en parlera dans l'épisode des investissements. Ouais. Il est, voilà, sans surprise, moi il est listé, donc voilà. Et un truc aussi qui est intéressant, c'est justement le pourcentage de unique owner, 66%, donc qui est assez haut, hein. En moyenne c'est entre 50 et 60, sur les collections de 10K, et 0,8% de listés, donc ça veut dire que les gens ils veulent pas vendre leur Moonbird. En fait c'est nesté dans leur écosystème, et donc du coup tu as des rewards, mais juste pour dire que les gens ils veulent pas spécialement vendre un Moonbird. Il y en a pas mal qui ont acheté ça à 20K, 30K pendant le bull market. Non, on le vend pas, on le garde parce que tu veux avoir, enfin, de toute façon, tu veux pas avoir 50 PFP. Parce que tu peux pas mettre 50 PFP sur tes réseaux. Donc, t'en choisis une, peut-être deux, tu vois, et tu veux pas changer aussi de PFP tout le temps parce que c'est ton identité sur Twitter. Et j'ai vu pas mal d'infos sur ça, des personnes qui, surtout sur Twitter, qui sont très actifs, qui se disent qu'en fait, qu'ils voient leurs engagements dropper quand ils ont changé leur PFP parce qu'en fait, ils étaient plus reconnus dans le feed. Et en fait, voilà, ça revient à ça, tu vois. Tu mets ta PFP, tu bouges pas de ta PFP, tu la gardes, et les gens, en scrollant, ils vont voir ton image, ils vont reconnaître, ils vont potentiellement lire ton tweet parce que c'est toi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça, avoir une PFP, 2 PFP maximum, c'est largement suffisant. Et vraiment, je trouve que Moonbird, voilà, c'est l'écosystème, la communauté, le founder, et tous les projets qui vont potentiellement venir l'année prochaine. Ouais. Il y a eu pas mal de FUD sur Moonbird. Il y a eu pas mal de FUD, mais parce qu'ils ont pris des décisions justement très courageuses, notamment le 660. Bold, ouais. Ouais, très bold, et surtout qui prend du temps, parce que voilà, les communautés Web3, c'est je veux tout à SAP, mais en fait non, pas du tout. Il faut prendre du temps. Monter une startup, il y a des roadblocks, il y a une roadmap à suivre, et je pense que 2023, et tu le verras dans le prochain, je spoil déjà, mais dans le prochain épisode, je vais en parler aussi parce que j'adore l'écosystème Moonbird. Ok, je pensais pas que tu étais aussi bullish sur Moonbird, c'est intéressant. Ok, moi aussi j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi le côté rapport à l'art, qui est assez unique pour un projet PFP, mais ok. Pas mal. Mon troisième projet préféré est assez controversé, je t'ai envoyé le lien. Pourquoi ? Parce que c'est Pâques. Et parce que Pâques a subi une année un peu compliquée, où en fait beaucoup de gens se posent des questions, on n'entend plus trop parler de ce qu'il veut faire, ou elle veut faire, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, Pâques. Donc pour info, c'est l'un ou l'une des artistes principales sur l'écosystème NFT. Certains même disent que c'est une équipe et pas forcément une seule personne, Pâques. Ok. Simplement, à titre personnel, et c'est que mon avis, et je m'en fous si des gens pensent l'inverse, j'ai adoré cette collection qui s'appelle H Chapter 2 Metamorphosis. Okay. Pourquoi j'ai adoré cette collection ? D'abord parce que Pâques a décidé de collaborer avec 29 autres artistes NFT important. Donc descends un petit peu et va dans les filtres de Vax si tu peux. Non, enfin en haut, pardon, mais ouais, dans les filtres. Et tu vas sur Creator. Donc là, tu vois t'as les 30 noms qui sont là. Donc dans les noms, tu as Dead Fellas qui en a fait un, tu as DK, tu as Esteban Ocon, Filippo Das, Gavin Shapiro, John Norlander, tu as Lirona, Mad Dog Jones, tu as Marterium, Nest Graphics, t'as Pâques évidemment dedans, t'as Sarah Zucker, EX Shales, tu as Fuck Render.
Tu as commence Paris par un G. Il y a Paris Hilton qui est C'est pas bon, mal c'est dans bien. les. En fait, t'as un écosystème qui est Six and Five aussi qui a fait un NFT qui est magnifique. Ah oui. Et donc en fait, t'as une collaboration avec plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents. Il y a les Pussy Riot aussi qui sont dedans, le groupe de punk russe par des femmes. Et il y en a un autre que j'ai oublié, un J'arrive pas artiste à très voir. important. Attends, remonte un peu. Ah oui, Roger Kilimanjaro, voilà. Donc en fait, c'est un méli-mélo, un globi-boulga de plein d'artistes assez importants de l'écosystème NFT. Et j'ai adoré cette collection parce que justement, elle m'a permis de me renseigner en fait sur chacun de ces artistes, de découvrir leurs œuvres. Ok. C'est à chaque fois des petites vidéos. Donc chaque œuvre est une petite vidéo. Et franchement, t'as des trucs qui claquent vénère. Et pourquoi c'est Pâques alors, derrière ce projet? Parce que Pac a voulu mettre en avant d'autres artistes en fait et sortir une Ah. collection commune. Euh, Mais du voilà. coup, c'est une espèce de collab, c'est ça, entre Ouais, c'est le une design collab. de. Donc c'est-à-dire que Pâques a travaillé un peu aussi sur le. Non. Non, non, c'est Lui, juste qu'il a mis donc, en avant. C'est une ouais, c'est il y a curé, 30 quoi. artistes. Il y a 30 artistes en tout, dont Pac. Pac a Ok. fait l'une des Ouais, j'ai vu tout à l'heure, 30 items en fait. Et donc du coup, ouais. c'est juste de sortir une collab avec plein d'autres artistes pour les mettre en valeur. Pac a pas pris, D'accord. prend rien sur ce qui est vendu par les autres. Et donc il y a deux choses que je peux raconter de plus sur cette collection. La première, c'est qu'il y a une mécanique, comme à chaque fois avec Pac, où en fait, si tu achètes 5 œuvres, ok, tu peux les brûler pour générer une V2 de l'une des 5 que tu possédais. Ok. Donc par exemple, si je possède un Mad Dog Jones et 4 autres œuvres, je peux brûler les 5 et ça me donne une V2 de McDonald Jones, si je choisis que c'est McDonald Jones dont je veux la V2. Donc la V2 de chaque œuvre est plus chère que les autres, évidemment. Et donc tu peux avoir une mécanique comme ça. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de savoir du coup quels sont les artistes qui vont être brûlés et quels sont les artistes qui vont passer en V2 en fait. Est-ce que les gens ils vont préférer brûler du Lirona pour avoir la V2 McDonald Jones ou brûler du McDonald Jones pour choper la V2 Lirona et comprendre en fait les mécaniques derrière, savoir Ok. voilà, évidemment l'un des moins brûlés, je crois que c'est DK, il y a aussi Pac, eux il y en a quasiment aucune qui ont été brûlés, à chaque fois les gens passent en V2 plutôt. Et qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Oui, l'autre truc à raconter, c'est que ça fait un énorme flop. Et donc, Ouais. spoiler alert, ça va faire partie de mon flop de l'année 2022 aussi. Donc, c'est dans mon top et dans mon flop, cette collection, parce que techniquement, il y a eu des gros problèmes à la sortie. Il y a eu un nouvel contrat qui a dû être généré. Et ça a été fait avec Manifold et ils ont complètement chié dans la colle. Ça a été Merde. poté complet. Les gas fees ont explosé. Ça a été un échec total à la sortie. Et c'est pour ça que cette collection ne débloque pas. Il y a pas Aucun beaucoup de ventes, conseil en investissement, mais c'est pour ça que Ouais. du coup, tu as des éditions, une sur 250, à chaque fois c'est 250 pièces pour chaque œuvre, donc tu as 30 fois 250 items. Et donc tu peux choper en fait une édition 1 sur 250 de pack à moindre coût, tu peux choper des éditions de Fuck Render 1 sur 250. Pour moi, c'est à cause de l'échec technique, cette collection est plutôt abordable. Pas du tout conseil financier, évidemment, c'est juste pour décrire ce qui s'est passé. Et voilà. Ok, cool. Je connaissais pas. Je vais aller regarder un petit peu parce que du coup, t'as quand même. Bah, si c'est des artistes qui ont été Choisi par pack, ouais. choisis par Pâques, c'est que voilà. Je vous invite, Ils y croient, tu vois. si l'art NFT vous intéresse, c'est un bon starting point pour découvrir 30 artistes, pas tous forcément iconiques, hein, il y en a des moins connus, il a aussi voulu faire la promotion d'artistes Pousser, peut-être ouais. un peu moins connus, mais t'en as quand même une dizaine qui sont vraiment, genre Mad Dog Jones, il faut connaître Mad Dog Jones, Ouais. DK, il faut connaître DK, Kilimanjaro, il faut le connaître, Sarah Paris Zucker, Hilton il faut aussi. connaître, Six and Paris Five. Hilton aussi, il faut. Voilà, Fuck Paris Render, Hilton. c'est un incontournable aussi. The Max, c'est très stylé. En fait, j'ai appris. IX Shell, c'est une femme qui fait des trucs, c'est trop marrant. Elle a fait d'ailleurs une énigme à résoudre à l'intérieur. Fuck Render, ça c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Enfin, bref, voilà. Ouais. Ok, cool. Trop bien. C'était mon troisième. Ton deuxième. Mon deuxième, c'est le fameux. C'est celui-là. En fait, j'en ai mis deux, en fait, c'est ça le problème. Ah, t'en as mis deux en deuxième? Ouais. Tu Parce que triches. c'est le même. Tu En fait, triches. c'est le même. Je veux dire, Ah. c'est au-delà du NFT en tant que tel, le digital collectible, c'est vraiment l'écosystème. C'est vraiment tout l'écosystème média. Donc je dirais The Nifty Portal et forcément Regradio. Ah, Voilà. yes. Et donc du coup, enfin pourquoi en fait? Parce que, alors déjà, aujourd'hui, pour moi, après c'est vraiment personnel, c'est les meilleurs content creators dans le Web3 NFT. Moi, j'écoute souvent, et même très très souvent, leurs podcasts pour me tenir au courant de tout ce qui se passe, leur point de vue, d'experts, etc. Eux, ils passent beaucoup de temps dans ce monde-là, donc Mhm.
voilà, pour les gens qui n'ont pas le temps spécialement et qui peuvent comprendre l'anglais. Franchement, c'est vraiment du contenu très quali. Ils sont des équipes quand même hyper calées derrière. Et ils sont très intègres aussi sur les projets. Après, je sais que toi, là, il y a, on va dire, des tiers. Hein. Je sais moi, j'écoute de temps en temps aussi Carly. Je suis très fan de Carly. Mais j'écoute beaucoup plus Rug. Carly Rayleigh, Overpriced JPEGs, hein, pour préciser. JPEG, ouais, c'est ça. Ouais. J'écoute beaucoup plus Nifty, enfin tout l'écosystème Nifty et Rug. Et en fait, pourquoi aussi ? Parce que aujourd'hui, en fait, et ça c'est un message que je veux faire passer, c'est juste que c'est les seuls aujourd'hui à avoir un business model sustainable sur le long terme et pas dépendant des royalties. Et on revient un peu sur le monde Web 2 parce qu'en fait, c'est la publicité qui fait que ces équipes-là arrivent à encore tenir. Et en fait, c'est la seule rentrée d'argent qui arrive à faire que ces projets-là tiennent encore dans le temps. Bear market, bull market, ils arrivent à survivre et il n'y en a pas d'autres en fait. Et franchement, si tu arrives à me trouver un business model aujourd'hui dans le Web 3 hors royalties, franchement, il y en a pas quoi, tu vois. Ouais. Donc, et ils arrivent très bien à le promouvoir. Et ça fonctionne très bien, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à survivre avec du média. Et voilà. Enfin, ok. Rien que pour ça. T'en as acheté toi-même du coup l'un de ces deux items? Non, j'ai pas acheté, mais je vais m'exposer à ça. Vous voyez, c'est intéressant ce qu'on dit parce que à chaque fois qu'on vous parle de projets, c'est des projets qu'on n'a pas forcément achetés avec Devac. On vous parle juste du fait que c'est des projets qui nous ont vachement intéressés, quoi. Ok, très cool, un peu différent effectivement. Ça sort du cadre de la collection PFP, etc. Je t'ai envoyé le prochain lien pour mon numéro 2 de l'année que je sais pas si tu connais. On en a jamais parlé, je crois, ensemble. Je connais pas. GNSS, Générative Nature. Ah mais si, c'est bon. Tu l'as vu passer celui-là ? Ouais, je l'ai vu passer. Je voulais la whitelist, mais je l'ai pas vu. Mais j'ai pas vu ce qui s'est passé depuis. Bon, pas grand-chose, mais l'amour de ce projet. Donc, c'est un projet PFP qui est fait par l'un des designers qui bosse chez Artefact, il a un nom compliqué, il s'appelle MGXS. Donc MGXS en anglais, on va dire. Donc c'est son nom à lui. Et son premier projet s'appelle le Genesis, donc GNSS. Ça s'écrit Genesis sans voyelle parce que comme il vient d'Artefact, forcément il faut écrire tout sans voyelle. Pourquoi ce projet PFP ? En fait, j'ai pas beaucoup d'arguments. En fait, pour moi, c'est le plus beau projet PFP qui a été fait. Alors, il n'y a pas de visage malheureusement. Descends un petit peu, on va voir plus de détails. Pour ceux qui voient les images. Pour ceux qui ne voient pas les images, ce sont des personnages assez robotiques qui sont générés avec une intelligence artificielle. En fait, c'est généré aléatoirement par son moteur. MJXS a du coup simplement designé les différentes matières. Donc il y a des matières différentes qui se mélangent. On a du métal, on a du bronze, on a du plastique, on a du verre, on a du carbone. Donc on a de la lumière avec des néons à l'intérieur du robot. Bref, les réaux sont... Quand tu zoomes sur chacun des robots, tu as énormément de détails, c'est assez impressionnant et tu as l'impression que c'est de la vraie matière vivante derrière. Et il a annoncé récemment qu'il va dropper du coup un modèle 3D complet de chacun des avatars Holder, donc ça peut être très cool. J'ai pas grand chose à dire à part que moi je trouve ces PFP magnifiques. J'ai passé des heures à les regarder, à les analyser, à comprendre chacune des espèces parce que tu as plusieurs espèces à l'intérieur, tu as une vingtaine d'espèces en tout. Et il explique, quand tu vas sur sa page Instagram, tu vois tout le process de créatif. Enfin, il dit que ça fait 4 ans qu'il bosse sur ces matières et sur ces personnages robotiques. Et quand tu descends sa timeline, t'as que des images de ce type-là que je trouve juste impressionnantes, quoi. Voilà. Et il est encore chez Artefact ? Bonne question. Depuis, j'entends plus trop parler du projet. J'ai plus trop... Un peu comme toi avec Psychédélique, j'ai plus trop suivi ce qui se passait. Il y avait aussi un truc marrant avec le reveal. Donc t'as acheté une espèce de capsule et au moment du reveal, tu peux plus reveal, là c'est terminé. Mais au moment du reveal, en fait, ce qui se passait, c'est que il te montrait un PFP et t'avais deux choix. Soit tu décidais de effectivement minter ce PFP là avec ton reveal, soit tu décides de zapper et de demander à générer un autre. Ok. Et tu pouvais passer 10 fois seulement. Au bout de la 10e, tu étais obligé de le minter, c'était trop tard, c'était fini. Donc tu avais un process de reveal hyper intéressant où en fait à chaque reveal, tu avais à chaque fois 10 possibilités de minter, mais sachant que tu peux pas venir en arrière quand tu zappes un PFP. Et donc parfois les gens, tu vois, tomber sur un PFP vraiment très stylé, mais décidaient quand même de passer pour essayer de choper un truc plus rare et du coup n'en choper même pas et se finissait avec un PFP pourri, tu vois. Et donc c'était assez le système de reveal était assez ludique et assez marrant. Je vais voir sur OpenSea, s'il a encore.
GNSS. Ouais, donc t'as 2 collections. Ça, c'est le Mint Pass qui vaut plus rien. Pour ça qu'il est à 100 Ethers de. Ouais, non, va pas sur celui-là, c'est juste le Mint Pass, ça. C'est juste la capsule. Le floor, il est à 100 Ethers. Ouais, mais c'est juste le floor, mais personne n'achète, c'est fini. Parce que tu n'as plus d'utilité derrière, tu peux plus reveal, quoi. Et le Genesis, en revanche, tu peux aller dessus, il y a plein d'espèces différentes. Quand tu commences à diguer, c'est celui-là. Quand tu commences à diguer, genre c'est n'importe quoi, t'as des couleurs, des formes particulières. Parfois, il y a des visages qui se dessinent rapidement. T'en as chopé un, toi ? J'en ai chopé un, ouais, effectivement, mais tu vois, le floor, il est pas prohibitif, on est autour de 100 balles, donc voilà. Okay, et t'as une commu qui continue en fait à débattre des visuels, des espèces qu'il y a dedans, des formes, des couleurs. Et... C'est marrant. Voilà. C'est beau. Je pense que je m'en chope. Et ce qu'il faut faire dans cette collection surtout, c'est prendre un PFP, prendre l'image high def et zoomer dessus. Et vous allez rendre compte que parfois il y en a certains, ils ont de la sueur qui coule sur le front quand tu zoomes vraiment. Genre le niveau de détail est hallucinant, vraiment. Ouais, je pense que. Voilà, tu vois les espèces de traces de carbone que tu vois sur le cou de celui-là, par exemple. Désolé pour ceux qui nous, tu vois sur tout à droite là, tout à gauche pardon, tout à gauche, là où c'est un peu plus clair, tu vois les stries en fait de carbone. Ouais, si tu zoomes encore peut-être. T'as un niveau de détail qui est juste hallucinant sur ces PFP. C'est stylé. Voilà, c'était mon numéro 2. Et gros roulement de tambour, parce qu'on va arriver sur nos numéros 1 respectifs. Yes, moi c'est celui-là. Numéro 1, projet numéro 1 de Devac sur l'année 2022. The Currency de Ah Damien mais non Hirst. Je t'attendais pas. Attends mec, ça fait 6 mois qu'on fait ce pod, ça fait 6 mois que tu me dis que l'art c'est pas ton truc, et là tu me mets en numéro 1 projet préféré de 2022, le projet artistique par excellence quoi. Non, j'aime bien le concept en fait. J'aime bien le concept. Alors déjà, Damien Hirst, on en avait parlé dans un des épisodes, mais c'était en juillet je crois. On a découvert ce truc là, donc dans les débuts de The Mint and Drink. En fait c'est un artiste web 2. Web 2, il est pas du tout web, c'est un artiste normal. C'est marrant comme dans le Web 3, on a tendance à tout qualifier de Web 2 dès que c'est pas Web 3, alors que genre c'est juste un artiste qui fait des points sur des tableaux, tu vois. Traditionnel. Oui. Un artiste traditionnel. C'est un mec qui a 60 piges, tu vois. Je crois que c'est l'artiste le plus riche des UK, donc c'est un artiste anglais. Et il a travaillé donc. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû voir parce qu'il a fait la cover des Red Hot ou même de Drake. Le Certified Boy, celui avec les femmes enceintes, les femmes enceintes, ou les hommes enceintes, je sais plus. Et il y avait des hommes enceintes aussi, ouais. Et en fait, c'est juste le concept de brûler la moitié. Enfin, je trouve que c'était hyper intéressant ce truc-là, genre un artiste traditionnel qui se lance dans le Web 3, qui crée une collection, qui permet de récupérer une partie en NFT ou une partie en physique. Je trouve le concept il est juste dingue. Et en plus de ça hyper sain parce qu'il y a à peu près 50% sur les deux. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final il y en a 50%. Donc juste pour récapituler pour les gens, t'achètes le NFT et t'avais jusqu'à juillet de cette année en fait pour choisir, soit tu gardes le NFT mais à ce moment-là Damien Hirst va physiquement brûler l'œuvre originale papier en fait, soit c'est l'inverse, soit tu décides de brûler ton NFT, à ce moment-là Damien Hirst t'envoie par la poste le fichier, enfin l'A4 original avec les points que ses équipes ont dessinés. C'est pas lui qui fait tous les points évidemment, mais c'est une œuvre quand même de Damien Hirst que tu chopes en A4 chez toi. Donc tu avais le choix entre la version papier ou la version NFT, et dans tous les cas ton choix, l'autre est brûlé en fait. Ouais, c'est ça. Et au final la moitié des gens ont décidé de prendre le papier, la moitié des gens ont décidé de garder le NFT, ce qui est assez intéressant. C'est ouf. Moi j'aurais gardé le NFT perso. Moi j'aurais gardé le NFT aussi. Et ce qui est ouf, c'est que en fait, tu vois que là, un artiste traditionnel qui se lance dans le Web 3, alors est-ce qu'il a touché que la communauté Web 3, donc il n'y a pas beaucoup plus de gens qui ont voulu garder je pense pas. Je sais pas, tu vois, mais en tout cas, qu'il a dû onboarder. Et ça envoie un énorme message, en fait, un message très fort, en disant qu'en fait, aujourd'hui, tu as autant de valeur sur potentiellement autant de valeur sur un NFT, un digital collectible qu'un produit physique, tu vois. Et rien que pour ça, tu vois, c'est pas spécialement que pour l'art en tant que tel, parce que voilà, c'est des points. Bon, après, ça parle à des gens, peut-être pas à tout le monde, mais c'est tout le concept derrière, le message que ça envoie, l'artiste en tant que tel, parce que voilà, Damien Hirst, moi j'aimais bien déjà avant ce qu'il faisait. C'est un peu morbide, mais bon, enfin, il a des trucs. Enfin, son monde, c'est un peu vraiment morbide, tu vois. C'est genre des requins découpés dans des aquariums. Enfin, c'est très morbide, mais il a son univers, tu vois. Et voilà, de l'art en premier. Eh ben,
Je suis estomaqué par ce choix et c'est vraiment très intéressant que tu sois intéressé à ça. En tout cas, c'est un exemple aussi que je donne pas mal à mes amis, ma famille, pour expliquer un peu voilà, quel genre de mécanique et d'intérêt tu peux avoir avec les NFT. Et je viens de t'envoyer mon projet NFT numéro 1 de l'année. C'est pas facile hein, de choisir un numéro 1, évidemment c'est biaisé, mais c'est dans sa globalité en fait. Je trouve que c'est un projet totalement représentatif. Si tu peux zoomer, il faut zoomer à fond, hein, parce qu'on est sur un Figma. Mais ce sont les youths du projet The Gods. Pourquoi j'ai choisi ça en numéro 1 ? Parce que pour moi, c'est le plus représentatif de ce que c'est que la culture NFT. En termes de visuel, en termes de drama, parce que t'as pas de projet Web3 sans drama, moi je trouve. En termes d'innovation aussi, parce qu'on va en parler quelques trucs intéressants. Et en termes de communauté, évidemment, où c'est vraiment le mot phare de tout l'écosystème de Gods et Youths. On va pas en reparler et redécrire toute la collection, parce qu'on en a parlé chaque semaine depuis septembre quasiment. Mais les Youths vont très loin visuellement. Dans la communauté, Franck, qui est le patron, entre guillemets, de cette collection et de la collection de Gods et de Dust Labs et de The Labs, est très, 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 très actif sur Twitter. Tous les jours, il tweet beaucoup. Cette collection, quand elle est arrivée, il y a eu un drama où les gens étaient déçus. Finalement, en ce moment, ça remonte. On reproche dès qu'il se tait pendant une semaine, on reproche à Franck de totalement laisser tomber sa communauté. Franck c'est doxed récemment, donc maintenant, il était anonyme et maintenant on sait qui c'est. Le système de apply pour avoir la low-list où tu devais prouver que tu étais quelqu'un qui buildait dans l'écosystème pour avoir une low-list. Le côté, tu peux staker ton youth pour avoir des points qui sont liés à ton youth. Et si jamais tu revends ton youth, tu les revends avec ces points. C'est pas un truc séparé, c'est pas un token séparé. Le côté, à terme, on pense qu'on va pouvoir habiller son youth avec différents items que tu peux acheter par ailleurs. Le mystère autour de est-ce que ça va migrer de Solana vers Ethereum ou vers une autre... Enfin bref, pour moi, tu peux limite... je sais pas comment décrire ça, mais c'est un pot pourri de tout ce qu'il y a dans le Web3 et c'est pour ça que pour moi, c'est mon projet préféré de 2022 parce qu'en 2 mois, il a absolument couvert tout ce qui se passe dans cet écosystème quoi. En fait, ça représente toute la culture Web3 NFT en fait. C'est un peu ça. Il y a vraiment tout quoi. Il y a vraiment tout. C'est très emblématique et j'ai adoré suivre tout ce qui s'est passé avec ce projet quoi. Et ça lead complètement Solana finalement. Enfin, tout l'écosystème Solana est dépendant de... Et pour moi, tu vois, quand je pense à Youth, je pense même pas à un projet Solana en fait. Je pense juste à un projet PFP hyper intéressant. Attends, ça a peut-être migré. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de volume, c'est qu'ils teasent un peu la migration. Du côté, tu pourras migrer ton PFP vers Ethereum. Mais bon. Mais voilà. Très bon choix, en tout cas. Très bon choix. Je trouve ça très cool qu'on n'ait pas choisi aucun des 5 étaient les mêmes. Donc on vous fait un récap rapide tout de suite. Top numéro 5 de Devac, c'était Psychedelic Anonymous. Effectivement. Top 5 de moi, c'était le reveal des Beans par Azuki. Top 4 de Devac, c'était Invisible Friends. Top 4 de moi, c'était le Monolith de Artefact. Ensuite, pour moi, c'était les Moonbirds. 3e, ok. De mon côté, moi, le 3e, c'était le H Chapter 2 Metamorphosis de Pack. Après, pour moi, c'était Rogue Radio et Nifty Portal. Ah ouais, le 2e, ouais. Et pour moi, le 2e, c'était Genesis de MGXS. C'est pas facile à dire. Non, très chiant à dire. Et moi, du coup, c'est The Currency de Damien Hirst. Et le premier pour moi, c'était les Youths de Dust Labs. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va faire rapidement les flops, hein, si tu veux, on peut en parler. Rapidement, très rapidement, le flop, ce qu'on a peut-être le moins apprécié cette année, ou les gros flops. Moi j'en ai noté 5, t'en as noté combien? Moi j'en ai un qui me vient en tête, franchement j'ai même pas noté, c'est le truc qui me vient en tête, c'est Pixelmoon. Hein. Ouais. Enfin, Pixelmoon, vraiment c'est ils sont partis avec la caisse quoi, un des projets qui a levé le plus de 50 millions, les mecs ils ont disparu. Il y a un Pixelmoon 2022 qui arrive là, 2022, V2 qui arrive avec un nouveau fondateur, etc. On va voir ce que ça donne. Mais ouais, c'était vraiment le rogue de l'année quoi. Ok, intéressant. Bon, j'en ai noté 5, je vais en parler rapidement. Zara, tu m'as montré les visuels la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi Zara, ça va pas du tout.
Pour les mêmes raisons, Cock Punch, qui est sorti cette semaine, mais désolé, mais c'est horrible. Pour moi, c'est subjectif tout ce que je raconte. C'est pas horrible. Je trouve ça horrible. Je trouve ça très disgracieux et vraiment, vraiment vilain. En troisième, j'ai mis la communication des Doodles, qui est catastrophique. Ils ont promis beaucoup de choses pour l'été 2022. On est en décembre, on n'a toujours pas de nouvelles, on sait même pas pourquoi c'est reporté, que ce soit l'album avec Pharrell Williams, que ce soit Doodles 2. En deuxième, j'ai mis Pac dans sa globalité, parce que je sais pas, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où ce projet en veut à venir, et c'est vraiment dommage. C'est intéressant parce que Pac, il est aussi bien dans les tops que les flops, quoi. Et oui, c'est un doux amer pour moi, parce que effectivement d'un côté j'adore et de l'autre côté je suis vraiment déçu que ça marche pas aussi bien que ça. Et en premier j'avais mis Axie Infinity, un peu à la Pixelmon, qui était une grosse catastrophe, un gros accident industriel. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous allez nous retrouver bientôt pour 2 autres épisodes spéciaux pendant le mois de décembre. Le premier, ce sera autour des prédictions pour 2023 de Devac et moi, et le dernier, ce sera qu'est-ce qu'on achèterait si on avait X argent. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised.